Yo les gens, c'est SP et vous êtes sur Code Ciné. Aujourd'hui, on va faire un petit top qui va explorer les entraînements les plus originaux dans les mangas et dans les animés. Ne bougez pas, on fait ça tout de suite après le générique. Les entraînements dans les mangas sont un élément extrêmement essentiel, surtout pour le genre shonen. En fait, c'est plus dans le genre shonen qu'on retrouve la notion d'entraînement. On a donc déjà eu l'occasion de voir plusieurs personnages s'entraîner afin de parfaire leurs capacités dans certains mangas. Des auteurs tels que Akira Toriyama, Eiichiro Oda ou encore Kishimoto ne dérogent pas à la règle dans leurs œuvres. Aujourd'hui, on va explorer cet aspect-là du shonen dans une petite liste que j'ai pu dresser. Et oui, vous pourrez le constater, ça s'est très certainement fait de manière subjective. Mais il y a également certains éléments objectifs que vous pourrez remarquer là-dedans. Donc sans plus tarder, on va commencer avec un entraînement que j'ai particulièrement aimé, celui de Izoku Midoriya, My Hero Academia. Contexte: dans une société peuplée de personnes ayant développé des super pouvoirs, Izoku Midoriya se retrouve parmi la minorité qui n'en a pas. Et donc, qui dit super pouvoir dit super héros, super vilain. Izoku rêve donc de devenir un super héros, mais il n'a pas d'alter. Mais par un heureux hasard, il rencontre le numéro 1 des super héros, All Might. Ce dernier lui propose donc de devenir son successeur. Et pour cela, il doit suivre un entraînement compliqué pour pouvoir hériter de son alter, donc de son super pouvoir, le One for All. L'entraînement de Midoriya consiste essentiellement en un développement physique. Pour recevoir le One for All, il doit développer ses muscles et pour cela, All Might l'amène sur une plage qu'il devra nettoyer. Et c'est en cela que je trouve original l'entraînement de Midoriya. L'auteur aurait très bien pu nous amener dans une salle de sport afin de faire développer les muscles de son personnage principal. Mais il a choisi de nous amener sur une plage infestée de débris. Et là, c'est tout l'intérêt de la lecture de ce manga ou de la lecture de tout cet arc. All Might lui dit clairement que pour devenir un super-héros, il ne suffit pas de devenir le plus fort. Le super-héros, c'est également celui-là qui pense aux autres, celui qui pense au bien-être des autres et par ricochet de la nature, donc l'environnement. Pour illustrer sa pensée, l'auteur nous amène dans un environnement où il faudra que non seulement son personnage principal devienne fort physiquement, mais aussi il devra rendre service à la communauté. Et c'est ça un super-héros, pas seulement celui qui a les plus gros biceps ni la plus grosse force, mais aussi celui qui a à cœur le bien vivre des autres. En plus de son entraînement physique, Midoriya doit également se maintenir au plus haut niveau scolaire pour pouvoir intégrer l'école des super-héros, dite UA. Là, on a 2 voire 3 points essentiels qui sont développés au cours de quelques minutes, mais il faut vraiment prêter attention à cela. Je trouve très ingénieuse l'idée de l'auteur, ce qui nous amène de suite à la 4e position. Numéro 4, l'entraînement de Saitama dans One Punch Man. À la base, le manga se veut être une satire du shonen. En effet, Saitama, qui est le super-héros le plus fort de l'univers, possède une force accrue. Il n'y a personne qui arrive à le battre vu que le gars il met KO tous ses adversaires en un seul coup de poing. Il est tellement fort que le gars arrive à s'ennuyer dans ses combats, vu qu'aucun adversaire ne lui arrive à la cheville. Il va jusqu'à rêver d'avoir des combats épiques où il ressentirait une quelconque émotion parce que oui, tellement il est devenu fort qu'il ne ressent plus rien. Alors en quoi a consisté son entraînement pour pouvoir atteindre un tel niveau? Contexte: c'est dans la maison de l'évolution qu'on retrouve Saitama et Genos qui affrontent le Scaravageur. Et au cours du combat, le Scaravageur se rend compte de la force de Saitama, lui demandant ainsi le secret de sa force, et ce dernier le lui donne. L'entraînement de Saitama consiste essentiellement à un développement physique comme celui de son prédécesseur. Il s'agit de faire 100 pompes, 100 abdos, 100 squats tous les jours et cela pendant 3 ans. Les premiers résultats se présentent comme étant une perte de la chevelure et ensuite Saitama s'est rendu compte qu'il était devenu beaucoup plus rapide mais surtout beaucoup plus fort. Ce qui fait donc de lui aujourd'hui l'être le plus puissant de l'univers parce que le gars il arrive à étaler en 2-2, non, en un seul coup de poing, chacun de ses adversaires, qu'ils viennent de la terre, qu'ils viennent de la mer, qu'ils viennent de l'espace et que sais-je encore. L'entraînement de Saitama n'a vraiment rien d'original. N'importe qui pourra le reproduire, mais je pense ici à mon humble avis que l'auteur cherche à nous faire comprendre que pour devenir une meilleure version de nous, on n'a pas besoin d'artifice, vu que dans la maison de l'évolution, le scientifique, j'ai oublié son nom, il passe son temps à améliorer physiquement les êtres qui sont à sa portée. Donc on y retrouve des gorilles, on y retrouve des lions et j'en passe. Mais Saitama réussit à les éliminer quand même en un coup de poing. Parce que oui, c'est ça sa spécialité. One Punch Man, c'est ça le titre du manga. On n'a pas besoin d'artifice pour devenir une version de soi. Tout ce qu'il faut faire, c'est continuer de progresser naturellement. Donc de laisser libre cours à l'évolution afin de nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Répétez l'entraînement de Saitama. Donc 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km chaque jour
Tout ça pendant 3 ans. Et on verra bien. Peut-être que je vais m'y essayer. On ne sait pas. Bon, en même temps, j'ai pas envie de devenir chauve, donc c'est trop pour moi. Ce qui nous emmène comme ça à l'entraînement, à mon entraînement préféré numéro 3. Celui de Goku et de Krillin chez Kame Sennin. L'un des entraînements les plus extrêmes qu'il m'a été donné de regarder, aussi bien dans les mangas, dans les films ou dans les séries. Je vous mets comme ça dans le contexte. Goku et Krillin sont deux adeptes des arts martiaux qui sont en train de préparer le prochain tournoi, le plus grand tournoi qui se passe dans leur pays, le Tenkaichi Budokai. Et à cette occasion, ils sont donc sous la responsabilité du plus grand maître de la Terre, j'ai nommé Muten Roshi, ou encore Tortue Géniale pour les anciens, ceux qui connaissent. Ce qui fait de l'entraînement de Tortue Géniale un entraînement extrême, c'est le fait qu'il fasse travailler des gamins de 12 et 13 ans comme des athlètes olympiques. Notamment, il leur fait porter des carapaces de près de 50 kg, tout ça en leur faisant livrer du lait, en leur faisant labourer la terre à main nue. Oui, à main nue. L'entraînement est vraiment extrême. On a dit entraînement extrême. Ils doivent nager contre les requins, ils doivent pousser des rochers à main nue. Et en vrai, l'entraînement de Tortue Géniale, comme les deux précédemment énoncés, est un entraînement non seulement physique, mais aussi mental, parce qu'il faut se concentrer énormément là-dessus. Donc en numéro 2, l'entraînement de Naruto Uzumaki sur le mont Myoboku, l'entraînement au mot d'ermite. Contexte. Après la mort de Jiraiya, Naruto va donc sur le mont Myoboku afin d'y apprendre la maîtrise du mot d'ermite. C'est donc sous la direction de l'ermite Fukaku que Naruto va s'initier au mot d'ermite. Dans l'œuvre Naruto, Kishimoto nous a présenté d'abord le chakra, qui est la combinaison de l'énergie physique et de l'énergie spirituelle. Donc, malaxer le tout, ça donne le chakra. Quand on arrive dans cet arc où Naruto doit apprendre le mot d'ermite, on nous fait comprendre que le Senjutsu, donc la maîtrise du mot d'ermite, c'est la malaxation du chakra, donc de l'énergie physique et de l'énergie spirituelle, couplée à l'énergie naturelle. Sauf que pour contrôler cette énergie, il faut un maximum de concentration. Et Naruto a du mal avec la concentration. La preuve, on l'a vu au cours de ses précédentes aventures. Au début de son entraînement, il doit donc utiliser un stratagème, c'est-à-dire il utilise de l'huile qui lui permet d'absorber l'énergie naturelle, vu qu'il n'y arrive pas par lui-même. Et pour éviter que l'énergie naturelle ne puisse déborder dans son corps, parce que oui, si jamais cette énergie déborde, Naruto finit par se transformer en crapaud de pierre. Rien que ça. Pour éviter cela, Fukaku-sama utilise un bâton qui permet d'absorber l'énergie naturelle, ce qui lui évite donc de se changer en statue de pierre ou en crapaud de pierre. Voilà. J'espère que vous êtes à jour parce que je ne vais pas faire des spoilers ou bien quoi. Voilà, Naruto est terminé il y a déjà à peu près 5 ans, si je ne me trompe pas. Il faut aller regarder. Si tu ne connais pas Naruto, vraiment, c'est que tu as raté ta vie. Oui. La complexité du mot d'ermite réside donc dans le fait d'absorber l'énergie naturelle tout en restant immobile, alors que cette énergie doit être utilisée pour pouvoir combattre. D'ailleurs, c'est cet arc-là que beaucoup de personnes considèrent comme étant la vraie fin de Naruto. Sinon, estiment que c'est à cet arc-là que Naruto Shippuden aurait dû s'arrêter et non prolonger jusqu'à l'arc de la guerre qu'on connaît tous. Mais bon, comme le dit un youtubeur que j'aime bien et il m'a inspiré pour pouvoir vous transmettre ma passion, Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vit. Mets en commentaire si tu connais le youtubeur dont je parle. Et enfin, nous arrivons au numéro 1. Donc le top du top, le haut du panier, j'ai nommé séance de matage de film, entraînement de Yuji Itadori dans Jujutsu Kaisen. On y suit donc les aventures de Yuji Itadori qui se trouve être le réceptacle de Ryomen Sukuna, le roi des fléaux. Ça te rappelle quelqu'un? Le gars dont j'ai parlé précédemment. Bref, Yuji Itadori suit donc un entraînement avec Satoru Gojo, le plus balèze des exorcistes qui m'a été donné de voir. D'accord. Et l'entraînement de Yuji est simple. Il doit maintenir un flux constant d'énergie maudite qui est plus ou moins comme le chakra, on va dire ça comme ça dans Naruto, qui permet donc de réaliser des sorts. Et Yuji a du mal à maintenir ce flux d'énergie. Pour cela, il faut qu'il fasse appel à une certaine quantité d'émotions. Parce que oui, on a déjà vu dans certains mangas, un peu comme dans Dragon Ball, que les émotions permettent d'accroître la puissance d'une personne. Et dans le cas de Yuji Itadori, il s'agit d'énergie maudite. Pour provoquer un certain nombre d'émotions chez lui, à savoir le stress, l'excitation et même la colère, Satoru Gojo le met donc devant la télévision. Oui, vous avez bien compris, son entraînement consiste à regarder des films. Mais attention, quand il regarde ces films, il doit toujours être concentré sur la gestion de son énergie maudite. Si jamais elle baisse, tout de suite il se prend un coup de poing d'une peluche qui lui rappelle de stabiliser son flux d'énergie maudite. Je ne sais pas pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, mais c'est la première fois que j'entends parler de ce genre d'entraînement. Et moi, si j'avais un sensei qui me demandait de regarder la télévision pour pouvoir apprendre à canaliser mon énergie, ce serait super cool. Je pense que n'importe quel youtubeur pourrait faire l'exercice de Yuji Itadori. Oui,
Parce que c'est un exercice trop cool, ça permet, enfin, c'est joindre l'utile à l'agréable en fait, tu vois ce que je veux dire? Voilà plus ou moins la liste des entraînements que j'estime être les plus originaux. J'aurais pu à cela joindre certains autres personnages de certains mangas, mais j'ai préféré m'abstenir et me limiter à ces 5-là. Il y en a qui m'ont parlé de One Piece parce que oui, j'ai mené un petit sondage autour de moi. Il y en a qui m'ont parlé de One Piece, mais le problème c'est que je ne pouvais pas lister One Piece dans la mesure où je ne suis pas encore arrivé dans la partie où Luffy, voire les membres des chapeaux de paille, commencent à s'entraîner. D'accord? C'est vrai qu'on est dans un shonen dans One Piece, mais jusque-là, l'équipage des chapeaux de paille, sinon Luffy, ne montre aucun signe d'entraînement. Chacun de s'entraîne, mais en cachette en dehors de Zoro, qu'on montre généralement en train de soulever des haltères. Donc ce serait incohérent avec les reviews que je fais depuis un certain temps, voire depuis que j'ai commencé la chaîne. Ce serait incohérent de venir parler d'une partie que je n'ai pas encore vue. Et voilà, tu vois ce que je veux dire en fait. Voilà, ce serait vraiment incohérent. J'ai préféré ne pas mettre One Piece dedans. J'aurais pu également mettre d'autres éléments de Dragon Ball, d'autres entraînements de Dragon Ball parce qu'il y en a plein. Mais j'ai préféré prendre uniquement cela. Voilà, la vidéo est donc terminée. Abonnement, like, commente, partage. N'hésite pas à activer la cloche de notification qui va te rappeler à chaque fois que je ferai une publication. Libre à toi de me donner dans les commentaires, de me donner ta liste à toi des 5 entraînements que tu estimes être les plus originaux dans les mangas. Et voilà quoi, on en parle tranquillement. Je te dis à plus. Tchuss.